Né dans la difficulté et façonné par le destin, la persévérance et la passion, Lino Ventura est devenu l'indomptable dur à cuire du cinéma français. Connu du public comme un homme de famille dévoué, avec une femme aimante, Odette, et des enfants, et ayant même fondé l'association Perce-Neige pour soutenir sa fille handicapée, peu de gens connaissaient le secret choquant qu'il portait pendant plus de 10 ans. Aujourd'hui, nous dévoilons les chapitres cachés de sa vie, révélant comment l'amour, le sacrifice et une aventure secrète se sont entrelacés pour façonner l'héritage complexe de cette légende cinématographique. L'acteur guidé par le destin du cinéma français. La carrière de Lino Ventura est un témoignage de talent brut, de persévérance et de l'influence des événements fortuits qui l'ont façonné en l'une des figures les plus iconiques du cinéma français. Né à Parme, en Italie, en 1931, la vie de Ventura a été marquée par la misère, sa famille ayant fui le régime de Mussolini pour s'installer en France. Malgré l'espoir de retrouver son père, Ventura ne le revit jamais. Sa jeunesse fut passée dans la pauvreté et il quitta l'école tôt pour travailler à divers emplois afin de subvenir aux besoins de sa famille. Son exposition précoce à la physique l'amena à une carrière dans la boxe et la lutte sous le nom de Lino Borrini. Mais une blessure le força à réorienter sa trajectoire. Au début des années 1950, la carrière de Ventura prit un tournant décisif lorsqu'il rencontra le réalisateur Jacques Becker en 1953. Becker était en train de castinger pour Touchez pas au Grisby, un film de gangster, et choisit Ventura pour le rôle d'Angelo aux côtés de Jean Gabin. Le succès du film propulsa Ventura au sommet de la gloire, avec son charme brut et son personnage de dur parfaitement adapté au rôle de gangster. Cela marqua le début de son ascension dans le cinéma français, notamment dans les films policiers, où il collabora fréquemment avec Jean Gabin dans des films comme Razzia sur la schnouf et Crime et Châtiment. Tout au long des années 1950 et 1960, Ventura devint une figure incontournable du cinéma français, connu pour ses personnages rugueux et durs. Ses collaborations avec le réalisateur Georges Lautner, notamment dans Les Tontons Flingueurs et Les Barbouzes, consolidèrent sa place dans l'histoire du cinéma français. Ces films, alliant le crime à la comédie, montrèrent la polyvalence de Ventura et sa capacité à allier dureté et humour, faisant de lui un nom familier. La carrière de Ventura ne se limita pas aux films policiers. Il endossa des rôles complexes, comme celui du chef de police corrompu dans l'Opéra de Katsu et du célèbre patron de la mafia Vito Genovese dans Les Papiers de Valachi. Sa capacité à incarner des personnages moralement ambigus ajouta de la profondeur à sa carrière et démontra son étendue en tant qu'acteur. Les collaborations de Ventura avec le réalisateur Claude Pinoteau dans des films comme Le Silencieux et La Gifle renforcèrent encore sa réputation, Pinoteau louant sa présence unique, notant comment Ventura pouvait évoquer des émotions même dans le silence. Ce qui distinguait Ventura de nombreux de ses contemporains était son approche instinctive et non formée de la comédie. Il croyait profondément à l'authenticité, affirmant un jour « Si je ne peux pas croire à un personnage ou si quelque chose ne sonne pas juste, je ne peux pas le jouer. » Cette philosophie le poussa à refuser des rôles qui ne résonnaient pas avec lui, se concentrant uniquement sur des projets qui lui paraissaient authentiques. Ses performances naturelles devinrent une marque de son style, et il incarnait souvent des personnages alliant force et vulnérabilité. Dans les années 1970, Ventura atteignit le sommet de sa carrière, travaillant dans des films français et internationaux. Malgré sa célébrité, il resta profondément attaché à ses racines italiennes, ne renonçant jamais à sa nationalité italienne et travaillant tant dans le cinéma français qu'italien. Sa maîtrise des deux langues lui permit de naviguer sans problème entre les deux industries, apparaissant dans des films comme Il Giudizio Universal et Cento Giorni a Palermo. L'humilité de Ventura demeura une caractéristique définissante tout au long de sa carrière. En réfléchissant à son succès, il déclara
J'ai commencé à réaliser à quel point j'avais eu de la chance depuis l'âge de 9 ans. Combien j'avais été aimé par tant de gens. Il considérait son travail d'acteur comme un privilège et mettait toujours le film avant sa propre célébrité. Son approche sélective des rôles, refusant des projets à gros budget comme Apocalypse Now, soulignait son engagement envers la narration, qu'il jugeait être l'élément le plus important du cinéma. La carrière de Ventura, marquée par son dévouement à son art, son authenticité et son style de jeu instinctif, en fit une figure bien aimée et respectée du cinéma français, dont l'influence reste significative dans l'industrie aujourd'hui. Le dévouement forgea un héritage familial. Si Lino Ventura est resté si présent dans le cœur des Français, c'est non seulement en raison de sa carrière cinématographique extraordinaire, mais aussi grâce à l'amour qui a marqué sa vie. Au cœur de l'existence de Ventura se trouvait son amour inébranlable pour Odette Lecomte, qu'il rencontra au milieu des années 1930, alors qu'elle n'avait que 16 ans. Cette rencontre fortuite eut lieu dans une agence de voyage où Odette travaillait, et il ne se doutait pas que ce serait le début d'un lien qui durerait toute une vie. En janvier 1942, après une course sérieuse de plus de 7 ans, Ventura épousa Odette, consolidant ainsi leur relation. Au fil des années, ils eurent 4 enfants, Mylène, Laurent, Linda et Clélia. Tragiquement, Mylène décéda dans un accident d'avion en 1998 et Laurent, après avoir lutté contre une longue maladie, mourut également en 2024. Cependant, l'amour entre Lino et Odette resta constant, même lorsqu'ils firent face à de nombreux défis, notamment lorsqu'il s'agissait d'élever leur fille Linda, née avec un handicap mental. Odette n'était pas seulement la femme de Lino, mais aussi un soutien constant pour ses enfants, notamment Linda. Son dévouement sans faille à sa famille et ses efforts pour prendre soin de Linda ont conduit à la création de la Fondation Perce-Neige en 1966, une association caritative destinée à aider les personnes handicapées mentales à vivre plus harmonieusement avec leurs différences. La création de cette fondation fut le résultat de l'expérience personnelle de Ventura en tant que père de Linda, et elle devint une part importante de l'héritage du couple. Lino Ventura parlait souvent avec humilité de son engagement auprès de la Fondation, se qualifiant de simple chargé de presse, tout en reconnaissant qu'Odette était la véritable force motrice derrière leur travail caritatif. La Fondation Perce-Neige n'offrait pas seulement de l'aide aux personnes handicapées, mais sensibilisait également au manque de structures dédiées à leur prise en charge. C'était une cause qui tenait particulièrement à cœur à Ventura en raison de son expérience personnelle avec la condition de Linda. La force de l'amour de Ventura pour Odette était évidente tout au long de leur relation, même dans les moments les plus difficiles. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ventura fut mobilisé dans l'armée italienne, laissant derrière lui une jeune Odette. Durant les 14 mois qui suivirent, Ventura écrivit plus de 300 lettres à sa femme, exprimant son désir, sa frustration et sa détermination à revenir auprès d'elle. Ces lettres formèrent la base du livre « Attends-moi mon amour », un poignant mémoire écrit par leur fille Clélia et leur petit-fils Léon. Le livre capture la profondeur émotionnelle de l'expérience de Ventura pendant la guerre, révélant un aspect de lui rarement vu par le public. L'homme sensible et tendre qui, malgré son extérieur musclé, luttait contre des sentiments d'isolement et de tristesse. Les lettres étaient un moyen de survie pour Ventura durant son temps dans l'armée, et elles peignaient l'image d'un homme profondément amoureux de sa femme. Ses mots étaient remplis d'émotion, et il ouvrait son cœur à Odette, lui disant combien sa présence lui manquait. Il écrivit un jour « Mon amour, si tu savais à quel point je souffre de t'être loin, je t'assure, Mamouk, il y a des moments où je tiens ma tête dans mes mains et je me sens devenir fou, mais vraiment, il n'est pas possible de vivre avec une âme aussi tourmentée. » Après une année de séparation, le désir de Ventura pour Odette atteignit un point de rupture. Il déserta son poste pour se retrouver avec elle, risquant l'arrestation et l'exécution. Leur réunion en 1943
fut un moment de triomphe pour le couple, et ils ne se retournèrent jamais en arrière. Ventura rappellerait plus tard cet acte de défection comme l'une des décisions les plus importantes de sa vie, motivée uniquement par son amour pour Odette. Il alla même jusqu'à falsifier des documents et adopter une fausse identité pour échapper à la Gestapo, prouvant à quel point il était prêt à tout pour l'amour. Pendant toute la guerre, la dévotion de Ventura à Odette ne faillit jamais, et leur lien ne fit que se renforcer au fil des années. Leur amour était la base de leur famille, et il devint la force motrice derrière les engagements philanthropiques de Ventura. La décision du couple de créer la fondation Perce-Neige fut directement liée à leurs expériences avec Linda et leur désir d'apporter un changement pour d'autres confrontés à des défis similaires. La carrière de Ventura continua de prospérer dans les années 1960 et 1970, mais il resta fidèle à sa famille et à son travail caritatif. Son dévouement envers ses enfants et sa femme resta inébranlable, même à mesure que sa célébrité grandissait. Il était un homme qui croyait en l'importance de la famille, et son amour profond pour Odette en était la preuve. En plus de ses efforts caritatifs, la vie de Ventura fut marquée par des moments de réflexion personnelle. Il confia un jour à sa fille Clélia: « Je ne veux pas le laisser mourir une seconde fois. Je ne peux pas supporter l'idée qu'il soit oublié. » Ce sentiment résume la mission de Clélia après la mort de Ventura en 1987. Elle s'est depuis consacrée à préserver sa mémoire et à s'assurer que son héritage continue de vivre, non seulement en tant qu'acteur, mais aussi en tant que père et mari aimant. L'histoire de Ventura est un témoignage de la puissance de l'amour, de la dévotion et de la famille. Sa vie avec Odette, marquée à la fois par la joie et les épreuves, a laissé une empreinte indélébile sur ceux qui l'ont connu. Leur engagement commun à sensibiliser aux défis rencontrés par les personnes handicapées reste un héritage qui continue d'inspirer. Et, grâce au travail de Clélia et Léon, l'histoire de Ventura vit toujours, nous rappelant tous les liens profonds qui unissent les familles, même face à l'adversité. Comme le réfléchit Clélia, ils étaient tellement amoureux, ils formaient un couple karmique. Au fil des années, ils ont commencé à se ressembler de plus en plus. Je me souviens qu'un jour, Francesco Rosi, qui a dirigé mon père dans Cadavres exquis, a dit à ma mère: « Odette, c'est incroyable. Quand je te regarde, on dirait Lino avec une perruque. » La vie de Lino Ventura fut marquée par l'amour, la famille et le sacrifice. Sa dévotion envers Odette et leurs enfants, particulièrement Linda, était inébranlable, et son travail caritatif avec la Fondation Perce-Neige témoigne de sa compassion. Même aujourd'hui, sa famille continue d'honorer sa mémoire, veillant à ce que l'héritage de cet homme remarquable vive encore pour les générations à venir. Le secret d'une relation amoureuse de 10 ans derrière l'image familiale. Bien que Lino Ventura ait toujours cultivé l'image d'un homme de famille parfait, peu de gens savaient qu'il entretenait une liaison secrète avec János Kollár pendant plus de 10 ans. Cette relation amoureuse fut l'une des plus passionnées et poignantes dans le monde du cinéma. L'histoire d'amour entre Ventura et János débuta au début de l'année 1972, lorsque Ventura, au sommet de sa gloire et dans la cinquantaine, rencontra la jeune et charmante János à Rome. Au début, János décrivait Ventura comme définitivement odieux, mais le destin les rapprocha quelques mois plus tard, et dès ce moment, leur connexion devint indéniable. János Kollár se souvient que lors de leur deuxième rencontre, le comportement de Ventura avait changé, et il lui offrit même une fleur. Ce petit geste alluma une passion amoureuse qui allait durer une décennie. János fut d'abord frappé par l'intensité de la relation. « Je suis amoureuse. J'aime toucher lui, sa salive, son odeur, sa chaleur, sa force, son sourire, » avoua-t-elle, illustrant la profondeur de ses sentiments. Leur relation, cependant, était compliquée. Ventura était profondément attaché à sa famille, en particulier à sa fille Linda,
né avec une grave handicap. Malgré l'amour croissant entre eux, Ventura ne pouvait pas divorcer de sa femme, Odette, à cause de sa fille. Ils savaient tous les deux que leur amour ne serait jamais pleinement accepté par le public, et cette réalité les conduisit à rester amants en secret. Leur relation fut remplie de passion, mais aussi de tourments. Pendant 10 ans, ils vécurent leur amour dans l'ombre, Ventura continuant de remplir ses devoirs d'époux et de père tout en voyant Yanou. Ils se retrouvaient sur les plateaux de cinéma, que ce soit en France ou à l'étranger, et s'échangeaient des lettres tendres. Ventura écrivait souvent des lignes poétiques comme « Je suis amoureux d'une fille aux yeux azur » et « Je t'aime, je t'attends, tu es ma petite femelle ». Yanou lui rendait ses sentiments, mais acceptait que Ventura ne puisse rien lui promettre de concret. « Il ne me promet rien, mais il ne me trompe pas. On arrange notre histoire d'amour, » disait-elle. La douleur de la relation devint de plus en plus évidente avec le temps. La femme de Ventura, Odette, avait découvert leur liaison dès le début, et la pression pour y mettre fin ne cessait d'augmenter. Yanou fut celle qui décida finalement de mettre un terme à leur histoire en 1982. Malgré la profonde nostalgie qu'elle ressentait à l'idée d'être avec Ventura, elle ne pouvait ignorer la réalité de leur situation. « Nous avons tous les deux souffert comme des animaux », se souvint-elle, rappelant le poids émotionnel de leur affaire. Mais malgré le désir écrasant que j'avais de le revoir, je suis restée ferme. Après la rupture, Ventura, dévasté par la perte de son amante, tenta de la contacter sans cesse. Il lui envoyait des lettres quotidiennes remplies de nostalgie, et au téléphone, il tombait parfois dans le silence, incapable de trouver les mots. À chaque fois, il finissait par dire « Je t'aime, je te veux ». Et puis il disait ces mots qui me hanteront à jamais. « Le jour où tu ne seras plus dans ma vie, ce sera comme lorsque la lumière s'éteint », se souvint Yanou, la voix tremblante à se souvenir. Ces mots semblaient prophétiques, car Ventura mourut tragiquement d'une crise cardiaque en 1987. La douleur de Yanou fut d'autant plus poignante en réalisant que leur amour n'aurait jamais pu exister pleinement au grand jour. Les souvenirs de Yanou, partagés des années plus tard dans son autobiographie « Les étoiles de ma vie », décrivent comment elle hésita à raconter les détails de leur histoire tant qu'Odette Ventura était encore en vie. « J'étais très réticente à raconter mon histoire avec Lino tant que Madame Ventura était encore là, avoua-t-elle. Malgré le secret, elle écrivit sur son amour pour Ventura avec chaleur et nostalgie. Il était comme les autres hommes, sauf qu'il était extraordinaire, dit-elle, reconnaissant les complexités de leur relation. Cette relation n'était pas seulement passionnée, mais aussi d'une profonde intensité émotionnelle. Ils passaient des heures ensemble, que ce soit dans des moments privés ou sur les plateaux de tournage, toujours avec la conscience que leur amour ne pourrait jamais être pleinement reconnu par le monde extérieur. Yanou admit que Ventura lui avait avoué être tombé amoureux d'elle dès leur première rencontre, mais qu'il avait essayé de résister en raison de ses obligations familiales. Il m'a dit qu'il était tombé amoureux de moi dès notre première rencontre, mais qu'il avait essayé de lutter contre ce sentiment car il n'était pas libre et ne divorcerait jamais à cause de sa fille, se souvint Yanou. L'affaire, bien qu'intense et totale, fut aussi semée de difficultés. La jalousie de Ventura était une tension constante, et cela créa des frictions entre eux. Yanou révéla comment la relation la pesait, malgré l'amour qu'ils partageaient. Pendant 10 ans, notre amour était passionné, absolu. Mais en 1982, j'ai décidé de mettre fin à notre histoire. Sa femme avait longtemps découvert notre liaison, et j'étais sous une pression terrible, sachant que notre relation n'avait pas d'avenir, expliqua-t-elle. Après leur rupture, les lettres et les appels téléphoniques continuèrent. L'état émotionnel de Ventura était rempli de désespoir. Il ne pouvait pas se détacher de son amour pour Yanou, même s'il savait qu'ils ne pourraient jamais être ensemble publiquement. Ces lettres étaient remplies de tristesse et de désir, chacune se terminant par des déclarations d'amour.
Mais malgré ses efforts incessants, Yanou savait qu'ils ne pourraient jamais être vraiment ensemble, pas comme elle l'avait rêvé. La vie de Yanou prit un tournant remarquable après la fin de leur liaison amoureuse. Elle avait déjà construit une carrière réussie en tant que l'une des plus célèbres agents de presse au monde. Son travail l'avait mise en contact avec certaines des personnalités les plus célèbres du monde du divertissement, de John Lennon et Yoko Ono à Salvador Dali, Sean Connery et bien d'autres. Mais malgré son succès, l'amour qu'elle avait partagé avec Ventura resta l'expérience la plus intense et déterminante de sa vie. L'adieu du destin. Lino Ventura est décédé le 22 octobre 1987, à l'âge de 68 ans, d'une crise cardiaque dans sa maison de Montretout, à Saint-Cloud. Ventura, qui avait connu un immense succès dans le cinéma français, laisse derrière lui un héritage de 75 films réalisés sur une période de 34 ans. Sa mort est survenue après une semaine marquée par des moments simples mais poignants, notamment des moments passés avec des amis et des éclats de rire. Le 19 octobre, Ventura déjeunait avec son réalisateur de longue date, José Giovanni, discutant d'un projet à venir, ce qui semblait le rendre satisfait. Le lendemain, il rendait visite à un ami, le producteur Norbert Saada, qui lui montrait des radiographies de ses genoux douloureux. Bien qu'on lui ait dit qu'il n'avait pas besoin de chirurgie, Ventura, toujours résilient, riait de ce conseil. Le soir du 21 octobre, Ventura dînait joyeusement avec des amis dans un restaurant, parodiait La cage aux folles avec l'acteur Daniel Cauchy et exprimait à quel point il appréciait la soirée. Le lendemain matin, il appelait des amis pour jouer au golf et prenait un dernier déjeuner avec le sculpteur César, discutant d'art et de la question de la mort. Au fil de l'après-midi, Ventura ne montrait aucune peur de l'inévitable. Quelques heures avant sa mort, alors qu'il passait devant le cimetière de Val-Saint-Germain, il faisait une remarque casuale à son compagnon Jean Hamon. « Tu vois, c'est là que je serai. » De retour chez lui plus tard dans la soirée, Ventura s'asseyait pour dîner avec sa femme, Odette, et leur invité. Soudain, il se saisit la gorge, se leva brièvement avant de retourner à sa chaise, en sueur. Après une brève tentative de réanimation, Ventura décédait à 22h45. Sa disparition fut rapide et, étrangement, son emploi du temps pour les jours suivants était complètement vide. Ses funérailles ont eu lieu au cimetière de Val-Saint-Germain, où il repose aux côtés de sa bien-aimée épouse Odette, décédée en 2013. Ensemble, ils ont fondé l'association Perce-Neige en 1966 pour soutenir les enfants handicapés, une cause qu'ils défendaient avec ferveur. Malgré la célébrité de l'acteur, c'est sa femme qui a poursuivi le combat pour ses enfants, prenant la tête de Perce-Neige jusqu'en 1995. Odette est restée une défenseur infatigable des enfants différents jusqu'à la fin de sa vie. La mort de Lino Ventura a marqué la fin d'une époque, mais son œuvre et son engagement pour des causes au-delà de sa carrière d'acteur continuent d'inspirer. La vie de Lino Ventura a été marquée par un profond sens des responsabilités, particulièrement envers sa famille et sa fille Linda, qui avait un handicap. Son engagement envers ses obligations était admirable, mais cela a également exercé une lourde pression émotionnelle et mentale sur lui. De plus, son travail avec l'association Perce-Neige montre son désir profond d'aider les enfants confrontés à des défis similaires. Cependant, les dynamiques complexes de l'amour et des responsabilités se brouillent souvent dans de telles situations. La chaleur et l'intimité qu'il a trouvée avec Yanou était-elle une forme d'évasion face au poids écrasant de ses obligations? La réponse pourrait résider dans la lutte de Ventura pour concilier ses rôles de père, mari et figure publique, des rôles qui pouvaient lui sembler plus lourds que ce qu'une seule personne pouvait supporter. Discutons des questions que sa vie a laissées, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant pour ne pas manquer les prochaines vidéos intéressantes.